Merci à tous d'être venus. Pour mémoire et pour rappel, SaaStock Paris, c'est une organisation à but non lucratif. On travaille tous bénévolement pour transmettre à l'écosystème SaaS ce que les leaders SaaS qui ont des bonnes histoires et des belles histoires à raconter peuvent vous raconter. La raison pour laquelle on le fait, Vincent et moi notamment, c'est parce que on aime beaucoup SaaStock Global, qui est l'événement qui a lieu à Dublin une fois par an au mois d'octobre, qui a eu lieu donc le mois dernier, qui est l'événement européen versus le SaaSter, qui est l'événement américain. Donc si vous voulez soutenir l'écosystème européen du SaaS, c'est un événement qu'il faut soutenir. Et on trouve que c'est sympa de l'amener localement en ayant des histoires locales en français, parce que SaaStock c'est en anglais évidemment, comme c'est européen, ça peut être qu'en anglais. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on le fait, et on le fait avec plaisir pour transmettre les apprentissages, les erreurs, les réussites et les échecs qu'on a pu avoir les uns et les autres. Donc on a le plaisir, on n'est pas sponsorisé par Fincom, parce qu'il n'y a pas de sponsor de cette soirée-là, mais l'équipe Fincom et Vincent en particulier nous aident beaucoup dans l'organisation et la structuration de l'événement. Donc je rappelle toujours que c'est l'acteur français qui aide les boîtes SaaS à mesurer leur KPI SaaS versus des gens comme Chartmogul, qu'on a utilisé pendant des années et qu'on a quitté avec grand plaisir pour aller chez Fincom. Donc je vous encourage tous, si vous êtes dans le SaaS et que vous avez une boîte SaaS, à tester l'outil, à essayer l'outil, qui est l'outil français et qui fait ça très bien, et que personnellement, on apprécie beaucoup les équipes et le fondateur. Voilà pour le petit mot, le petit soutien. Vu qu'ils font ça aussi bénévolement, il faut bien qu'ils en retirent quelque chose quand même. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir Arthur. Alors Arthur, vous avez lu, c'est quand même 3 000 à 100 000. On a essayé d'avoir les chiffres. Ça fait quoi en MRR, mais il n'a pas voulu nous les donner. C'est pas bien, si on arrive à lui tirer les verres du nez ce soir, peut-être on aura un peu plus de chiffres, mais en tout cas, c'est une histoire incroyable. Pennylen, vous connaissez sans doute, c'est un outil de comptabilité. Qui est-ce qui est client Qui est-ce qui est client Pennylen? Levez la main. Voilà. Alors, pas moi, pas encore, mais j'espère que ça va venir bientôt. Donc, il y a des clients Pennylen ici ce soir, donc vous connaissez. C'est une histoire incroyable parce que c'est une croissance fulgurante dans un domaine qui est le domaine SMB, des petites entreprises dans lesquelles la plupart des boîtes SaaS se cassent les dents, y compris la mienne. Donc, on a vraiment beaucoup à apprendre de lui ce soir. Donc, on vous l'a ramené. On va laisser un temps de Q&A à la fin pour que vous puissiez poser des questions. Si vous avez vraiment des questions brûlantes pendant qu'on est en train d'exposer un point ou un autre, vous n'hésitez pas, levez la main. On va pas faire trop de process et prendre les questions à la volée s'il y en a. Donc voilà. Merci d'être venu d'abord. Merci à SaaStock Paris et voilà. Fincom et Cougar Pulse. Pardon? Il y aura, je sais pas. Pas de slide. Il n'y a pas de slide. Ouais, il n'y a pas de slide. Ouais, on n'est pas des slide people. On raconte nos histoires sans filet. D'abord, dis-nous en 2 secondes la naissance de l'idée, comment tu es arrivé là, comment tu es arrivé à dire merde, il faut que je règle ce problème, comment tu as identifié le truc, et les semaines qui ont précédé le lancement, ça ressemblait à quoi? Donc pour toute petite histoire, donc avec mes associés, on a monté une première boîte qui était un outil de yield management pour les hôtels, pour aider les hôtels à faire bouger les prix en fonction de la demande, en 2012, qu'on a vendu en 2015 à Booking.com. Et ensuite, on a passé 3 ans à bosser chez Booking.com au siège à Amsterdam. Et au bout c'est une énorme boîte, c'est la plus grosse boîte e-commerce européenne. C'est là-bas que nous, on a fait nos classes vraiment, où on a appris à gérer des grosses équipes, data, produits. C'est 2000 devs à Amsterdam, Booking. Et du coup, au bout des 3 ans, on s'est dit qu'on avait envie de remonter une boîte ensemble. On était 6 associés dans la première aventure. On est 7 dans cette seconde aventure. Vous en avez 5 des 7 qui viennent de la première boîte. Et du coup, on s'était fixé 3 critères. Donc, c'était en mai 2019. On s'est dit on a envie de remonter une nouvelle boîte. Les 3 critères, c'était on cherche un gros marché. Parce que si on y retourne, c'est qu'on a envie cette fois-ci de ne pas vendre au bout de 3 ans. Un marché où la tech fasse la différence, parce qu'on estime que c'est ça notre savoir-faire. Et le 3e critère qui était peut-être plus original, on cherchait un marché de remplacement. Donc on s'est dit, en fait, notre plus grosse frustration, ça résonnera peut-être avec quelques-uns d'entre vous, mais notre plus grosse frustration sur notre première boîte SaaS, c'était que 80% des hôtels à qui on faisait une démo, ils nous disaient « Ah, ton outil il est super, mais aujourd'hui je fais ça sur Excel et c'est gratuit. Et toi tu me demandes de payer 200 € par mois et même si ton truc est super, je ne les paierai pas. » Et donc c'était assez frustrant.
Et donc on s'est dit sur cette deuxième boîte-là, on a envie d'être dans un marché où les gens payent déjà quelque chose pour un logiciel et il faut venir remplacer ce logiciel. Ce qui vient avec ses enjeux parce qu'il y a des enjeux de migration, etc. Mais au moins on sait qu'ils ont un budget, qu'il y a un marché qui est prouvé. Et donc on a surtout été voir des dirigeants de TPE, PME, start-up en leur demandant quels sont tes pain points au quotidien. Le sujet compta, pilotage financier est revenu souvent sur la table. Au début, on s'est dit, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire, mais on ne sait pas quoi. C'est vaste, c'est vague. Et en allant du coup interroger une centaine de dirigeants, dirigeantes à l'époque, c'est là qu'on a compris. Enfin, donc tous les gens nous disaient, j'adore mon expert comptable. N'essaye pas de le remplacer, de le robotiser. Rien de mal pour mes copains de Payfit, mais pas mal de gens m'ont dit ne fais pas le Payfit de la compta. En gros, Payfit m'a dit que je pourrais remplir des cases, ça sortirait des fiches de paye. Mais en fait, alors, quand il y a des cas complexes, ça ne marche pas forcément. Et surtout, sur la compta, j'attends mon expert comptable qui ne fasse pas que ma compta, mais aussi le conseil, m'aider sur ma session, etc. Et donc, ils m'ont dit surtout n'essaie pas de remplacer mon expert comptable. En revanche, beaucoup ont utilisé le terme de médecin de famille. En revanche, la collaboration avec mon expert comptable n'est pas fluide. Aujourd'hui, moi, j'ai mon outil pour gérer mes ventes. Alors, si je suis un SaaS, c'est mon CRM, mon outil de facturation. J'ai, pour gérer mes achats, dans 95% des cas, une boîte à chaussures ou un classeur. Si je suis un SaaS, sûrement que j'ai peut-être une Dropbox ou peut-être un outil SaaS pour gérer mes achats. Mais rappelons-nous que la réalité sur le terrain, c'est quand même beaucoup des gens qui ont une boîte à chaussures. J'ai mes extranets bancaires où j'ai ma banque. J'ai mon fichier Excel où j'ai mon business plan. Et mon expert comptable, il est sur Cegid ou sur Sage, auquel dans 80% des cas, je n'ai pas accès. Ou dans 20% des cas, j'y ai accès, mais j'y vais jamais parce que je me connecte et j'arrive sur une balance fournisseur. Je ne sais pas ce que c'est. Et donc nous, la conviction qu'on s'est faite, c'est que autant une grosse boîte, elle a un ERP, donc peut-être les noms qui vous parlent seraient SAP, NetSuite, etc. Autant un ERP, c'est pas du tout adapté à une TPE, PME. Et donc nous, on vient entre guillemets démocratiser l'ERP pour une TPE, PME. Et une TPE, PME, un des trucs qui fait la différence, c'est que souvent elle va collaborer avec un expert comptable. Là où la grosse boîte, c'est plus tout en interne. Et donc, il faut avoir un côté gestion financière pour la boîte et un autre côté gestion comptable sur une TPE, l'expert comptable. Sur une PME, souvent la PME, elle va se mettre à internaliser la compta. Et donc, en fait, à ce moment-là, juste la vue qui était pour l'expert comptable, elle bascule pour le ou la DAF ou le comptable interne. Et souvent, le cabinet il reste ce qu'on appelle en révision pour faire de la révision en fin d'année. Et donc, nous, c'est ça qu'on fait. C'est comme ça que l'idée elle est venue. Vous êtes 7. Comment vous avez fait pour vous répartir les rôles et le capital ? Alors, dans la première boîte, on était tous ex aequo en termes de capital. Et sur la partie rôle, il y avait en gros un en tech, un en produit, un en commercial. Il y en a un qui était parti un peu plus tôt, qui est revenu dans celle-là. Et donc là, dans la deuxième boîte, on s'est dit que c'était super important qu'on ait chacun un rôle super précis. Ouais. Donc là, dans la boîte actuelle, il y en a 2 en tech. On est quand même très lourd en tech. 2 en tech, un en produit, un en commercial, un en tout ce qui est accompagnement, déploiement des cabinets comptables, qui est mon associé expert comptable, qui connaît ce monde-là. Et ensuite, il y a Félix et moi-même, qui sommes les deux qui sommes plus généralistes. Donc CEO et COO. Donc moi je gère plus la partie pré-vente et investisseur strat, et Félix plus la partie ops, finance, juridique, RH et plus support. Comment on décide qui est le CEO dans une équipe de 7 comme ça ? Alors dans la première boîte, on n'avait pas au début on était tous cofondateurs, il n'y avait pas de CEO, et c'est les investisseurs qui nous ont forcés à avoir un CEO, et que comme moi j'étais leur interlocuteur, ça a été moi et ça s'est bien passé, donc c'est moi encore dans cette boîte-là. Je pense que c'est c'est un des trucs que j'aime bien faire, d'embarquer les équipes. Enfin, moi j'estime que mon rôle c'est embarquer les équipes, et la chance qu'on a comme on est nombreux, c'est que j'ai pas beaucoup de direct reports, et donc je peux faire un peu le pompier, essayer de trouver là où il y a des incendies et essayer d'aller. Ok.
Combien il y en a d'entre vous qui sont des jeunes créateurs ou des aspirants jeunes créateurs de projets SaaS? Il y a des gens qui sont en début ou en... ouais, absolument. 2, 3, ok. Donc on ne va pas trop creuser sur le côté création. C'est très difficile de remplacer un outil existant. C'est très difficile de réussir dans un marché SMB qui est très vaste, donc sur lequel il faut avoir une couverture de visibilité très rapidement, ce qui en général coûte très cher. Or, vous avez eu un succès incroyable là-dessus. C'est quoi le ou les choses qui ont permis ce succès sur lesquelles les autres boîtes se heurtent? Alors, pour moi, le principal truc que j'ai appris entre ma première boîte et ma deuxième boîte, c'est qu'il faut passer du temps au début sur la strat. Donc je prenais l'exemple, encore une fois, je n'ai rien contre mes deux Payfit. Je pense c'est leur première boîte, qu'ils sont sortis de l'école, ils ont dit il y a un truc à disrupter, ça a l'air vieux, je vais tout automatiser, quoi. Et je pense que j'aurais eu le même réflexe si j'avais attaqué la compta à la sortie de l'école. Et le truc, c'est que tu t'en rends pas compte au tout début, mais les choix d'architecture que tu fais dans tes premiers mois, en fait, un an après, tu peux plus faire demi-tour. Tu peux, mais c'est très cher. Enfin, ouais, typiquement, je sais qu'un Payfit, par exemple, ils discutent avec des experts comptables pour dire est-ce que je peux pas bosser avec les gestionnaires de paye dans les cabinets, mais en fait, ton produit, il n'est pas adapté aux besoins. De même que, je prends l'exemple dans mon domaine, il y a une boîte qui s'appelle Indie, je ne sais pas si ça vous parle, qui lui, c'est un peu le Payfit entre guillemets de la compta, il dit tu n'as pas besoin d'expert comptable, tu peux faire ta compta tout seul. Le produit, il est nickel, il est frontal avec les experts comptables, enfin, c'est de la com un peu agressive. Et une fois, on s'est parlé, je lui ai dit mais pourquoi tu bosses pas avec les experts comptables? Parce que en vrai, les petits clients, si ça se trouve, ils seraient plus rentables à gérer. Et il m'a dit mais en fait, toute l'architecture de mon produit, elle a été pensée pour que, par exemple, il n'y a pas de deux côtés sur Indie. Il n'y a pas un côté expert comptable, un côté client. Il n'y a pas une notion de multi-dossier, enfin de portefeuille de dossiers. Et en fait, sortir de ton architecture Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que c'est ultra clé. Et on a tendance à sous-estimer, et surtout quand on lance sa première boîte, on a moins le luxe. Enfin, il faut vite montrer une traction, une idée, etc. Mais je pense qu'on sous-estime l'importance de la réflexion stratégique et user research, on va appeler ça comme ça, du début. Et donc, pour répondre au reste de ta question, enfin pour comment c'est lié, c'est que donc nous, notre conviction, ça a été, il faut bosser avec les experts comptables et il faut chez eux remplacer leur outil métier. Donc en France, c'est surtout Cegid et Sage. Et notre conviction depuis le début, c'est que c'est en bossant avec les experts comptables qu'on peut ensemble aller équiper les clients des experts comptables d'un outil de gestion, le tout étant branché parfaitement avec l'outil de l'expert comptable, et que du coup nos intérêts sont complètement alignés, parce que l'expert comptable, en équipant son client, il rend la vie du client plus facile, et lui-même il gagne en productivité, puisque si son client fait ses factures de vente, je prends un exemple, il fait ses factures de vente dans Pennylen, en fait nous on a la donnée à la source, donc on peut automatiser la génération des écritures comptables. Si son client paye ses factures d'achat dans Pennylen, on peut rapprocher automatiquement les factures des paiements. Et donc le client, il ne bosse pas pour son expert comptable, mais il fait gagner de la productivité et lui-même le fait parce que lui-même, c'est plus facile. Et donc, tout l'enjeu, c'est ça. Donc, nous, on est venu remplacer de l'existant, pour le coup, pas chez des SMEs, même si les cabinets d'expertise comptable sont pour beaucoup des SMEs. Mais c'est avant tout notre premier enjeu, depuis notre début, c'est de remplacer Cegid et Sage chez l'expert comptable. Et c'est eux, du coup, quand on parle des chiffres de 3 000 à 100 000, il faut avoir en tête que sur les 100 000, je ne sais pas exactement, mais ça doit être de l'ordre de 90 000 de ces 100 000 où c'est les experts comptables qui les ont ramenés, quoi. Nous, notre business direct, alors peut-être que dans cette salle, il y en a dans ceux qui sont clients, parce qu'on est une population tech parisienne, il y en a d'entre vous qui sont venus sur le site de Pennylen, qui ont dit j'aimerais bien devenir client, voilà. Mais nous, 90% de nos clients, c'est l'expert comptable à Perpignan qui dit je dégage Cegid, je mets Pennylen. Il invite tous ses clients. Donc il a ses 500 clients, bouchers, pharmaciens, qui reçoivent un mail qui dit je t'invite à collaborer avec moi sur Pennylen. Et là, après, tout notre enjeu, et là, pour le coup, on n'est pas forcément sur du remplacement. C'est là qu'on n'a pas encore forcément craqué,
Tu demandais notre revenu, il n'est pas dégueulasse, mais il peut être encore largement supérieur parce que nous, tout notre enjeu, c'est que on gagne vraiment notre vie si, une fois que l'expert comptable il a invité son client va dire moi, je vais acheter l'outil de gestion pour faire mes factures de vente, mes factures d'achat. La version de base, quand l'expert comptable il invite son client, c'est juste une sorte, on va dire, de Dropbox amélioré, qui est déjà mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui, mais où le client il peut venir déposer ses factures, consulter des trucs. Et ça, c'est freemium. Et nous, tout notre enjeu, c'est qu'une fois que le client il arrive en freemium, ils disent ok, en fait, j'ai envie d'avoir un compte pro, Penny Lane, j'ai envie faire mes achats, mes ventes. Alors comment tu déplaces Sage et Cegid justement chez le comptable? Parce que c'est là que le déplacement arrive, quoi. Ouais, donc ça c'est on n'est pas encore, on est encore tout petit, mais on commence à y arriver. Pour vous donner une idée, il nous a fallu, donc notre conviction depuis le début, c'est qu'on est dans un jeu de productivité. C'est assez simple comment marche un cabinet comptable. Il facture ses clients des abonnements mensuels, des honoraires mensuels. Plus chaque collaborateur peut gérer de dossiers, plus le cabinet il est rentable. C'est pas bien compliqué. Et donc si on arrive à prouver de façon assez objective qu'en utilisant Penny Lane, les collaborateurs du cabinet sont plus efficaces, plus productifs, c'est ce qui compte, quoi. Après, on va avoir la satisfaction collaborateur, c'est un marché où c'est très dur de recruter, et la satisfaction client, qui sont les deux autres trucs. Mais numéro 1, productivité. Et comment tu prouves cette productivité? Alors de toute façon, un comptable, il ne va jamais nous croire sur parole. Il va toujours tester. C'est pour ça. On est l'outil qu'il utilise. Enfin, il faut avoir en tête. Donc, d'un côté, c'est très compliqué de faire gagner en productivité. De l'autre, c'est un outil qu'ils utilisent littéralement 8-9 heures par jour. Concrètement, quand tu es comptable dans un cabinet, tu t'arrives le matin, tu te connectes à Penny Lane, tu vas gérer tes dossiers toute la journée et tu repars le soir. Et donc, c'est assez binaire quand même. À la fin de la journée, c'est oui, j'ai gagné du temps ou non, j'ai pas gagné de temps. Et en vrai, le décisionnaire, c'est le collaborateur. L'expert comptable, j'aimerais bien qu'il soit plus décisionnaire, mais en vrai, aujourd'hui, si son collab lui dit « ouais, je gagne du temps, c'est trop bien », il va dire « ok, on y va ». Si son collaborateur lui dit « en vrai, Penny Lane, c'est pénible, j'ai besoin de tout réapprendre versus Cegid », il va dire « ok, j'ai pas envie de me lancer dans ce chantier-là ». Donc, nous, comment on fait gagner? Donc la facilité d'utilisation qui fait qu'ils arrivent instantanément à s'y retrouver et à dire très vite je gagne du temps. Et facilité d'utilisation, quand tu parles en tout cas à un comptable, c'est pas il faut pas que ce soit joli, quoi. Ouais. C'est ça. Il faut que ce soit efficace. C'est de l'UX, quoi. Ouais, si je te montre Silae, qui est l'outil qui a conquis tout le marché sur la paye, tu vas me dire que c'est affreux, quoi. Mais vraiment affreux. Mais ça fait le boulot, c'est fiable et ça permet de gérer tous les cas particuliers. Donc, nous, pour le coup, au tout début de Penny Lane, il y a Jean qui était là aussi au tout début, nos designers, ils essayaient de faire des trucs jolis, voilà. Genre non, quoi. Typiquement, il faut que tu montres autant de lignes que possible dans l'écran. S'il doit scroller dans sa balance pour aller voir, il n'est pas content. Ouais. Une histoire drôle que j'ai, c'est que en fait, les comptables, ils ont tellement... tu passes 8-9 heures par jour, il y a des trucs qui te paraissent tellement évidents que tu ne vas pas les dire en user research. Donc, au tout début, on a dit faut saisir des factures, aidez-nous à faire l'outil parfait pour saisir des factures. Ils nous ont tout dit, on leur donne. Alors, c'était le Covid, hein. On s'est lancé, on a été immatriculé en janvier 2020. Donc on se lance, c'est le Covid. On release notre premier truc de saisie de facture. Et là, ils nous disent mais ton truc c'est nul, ils sont où les raccourcis clavier, quoi. Mais jamais ils nous avaient dit en user research, pour eux c'est tellement une évidence que tu dois tout faire au clavier et que tu ne dois pas devoir utiliser ta souris. Ils ne nous l'avaient pas dit, quoi. Et genre, on était, comme c'est le Covid, on ne voyait pas, nous, quand on a user research, on n'était pas assis à côté d'eux. Mais genre, si tu n'as pas les raccourcis clavier, c'est rédhibitoire, quoi. Donc, c'est des trucs comme ça, mais au moins, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Et donc, après, nous, on a des trucs. Donc, là où la productivité, elle vient du fait qu'aujourd'hui, Cegid Sage, c'est très, très complet en termes de fonctionnalité, monstrueux. En revanche, déjà, bon, c'est on-prem, ça n'a pas d'API. Pas vraiment. Et surtout, c'est uniquement côté comptable. Ce qui veut dire que concrètement, aujourd'hui, en fait, le travail est fait en double. C'est-à-dire ton client, il te met des pièces, toi, tu dois réentrer les pièces dans le système. Alors qu'en vrai, quand ton client il t'a donné la pièce, lui, il savait très bien. Ou quand lui, il paye, il sait ce qu'il est en train de payer. Et donc, nous, tout le job, c'est la connectivité. Donc, on se connecte avec les outils métiers utilisés par les entreprises, à la fois en entrée et en sortie.
Par exemple, un outil SaaS, on va être branché avec HubSpot, typiquement pour que quand je fais mon devis dans HubSpot, ça vienne créer ma facture dans Pennylen, que la facture elle redescend dans HubSpot avec son statut de paiement, que derrière la donnée financière elle remonte dans Fincom. Donc tout le but c'est d'être on appelle ça l'operating system financier. En fait, comme HubSpot c'est l'operating marketing sales, bah, nous on fait la même chose avec finance compta. Si je résume ouais. C'est une énorme tannée de construire toutes ces intégrations. Je le sais, pour en faire, c'est horrible. Comment tu as structuré le travail et les équipes pour construire ces intégrations qui sont en plus vitales? Vous, sans les intégrations, vous n'existez pas. Vous ne pouvez pas vous intégrer dans l'écosystème, c'est horriblement… c'est un frein énorme pour vous. Donc comment vous avez fait pour le faire vite? Parce que vous l'avez fait assez rapidement et vous en avez beaucoup. Alors, on vit quand même dans le sens où Cegid aujourd'hui a 0 intégration. Donc les comptables, ils passent leur vie concrètement. Alors, autre histoire drôle, on dit qu'on est très data-driven, mais il a fallu attendre genre 1 an et demi pour qu'il y ait un PM qui dise je regarde les pages les plus visitées sur l'appli. Intégration. Et 3e page, c'est import CSV. Ouais. Et c'était dans le scope d'aucun PM, quoi, parce que c'est pas la page la plus sexy de mettre un flow d'import de CSV. Mais de fait, malgré toutes nos intégrations, malgré ça, il y a quand même import CSV, c'est encore… et dans Cegid, c'est des millions d'imports CSV chaque mois faits par des comptables, où il y a des erreurs. Du coup, c'est fait une fois par mois. Donc en vrai, si toi, tes clients, si tu te connectais sur Cegid, tu aurais de la data d'il y a 30 jours. Donc oui, c'est pas vital dans le sens où tu peux toujours fonctionner. On est ISO Cegid en permettant de faire des imports CSV, mais c'est un de nos différenciateurs, effectivement, d'avoir l'intégration. Et au tout début, on a été nous se connecter avec les connecteurs clés. Au tout début, quand Pennylen s'est lancé, on s'est dit il faut qu'on trouve un peu quand même un segment. Nous, c'était les startups, les boîtes tech. Et donc nous, les 3 premiers connecteurs qu'on a construits, c'était Conto, Stripe, Google Drive. Ça, on a fait nous-mêmes en interne. Et c'est des trucs qui parlent à tout le monde. Et effectivement, quand tu allais voir quelqu'un et que tu disais t'as Conto? Oui. T'as Stripe? Oui. T'as Google Drive? Oui. Ah je suis connecté aux 3. Est-ce que ton comptable aujourd'hui, il est connecté? Non. Forcément, je suis mieux que ce que tu as aujourd'hui. Donc ça, c'était nos 3 premières. Ensuite, on a fait pas mal d'autres. On a essayé de cibler des verticales. Maintenant, on estime qu'on est assez gros. Et du coup, maintenant, notre stratégie, c'est vraiment d'exposer les meilleures API. On a une équipe qui bosse que sur l'exposition des API. On a bossé… elles deviennent de mieux en mieux. Au début, on ne mettait pas trop d'efforts. Maintenant, elles deviennent de mieux en mieux. Améliorer la developer experience pour que les partenaires puissent venir se connecter. Parle-nous un peu de la structure des équipes, taille et structure des équipes. Ton org chart, il ressemble à quoi aujourd'hui? Donc, on est un peu plus de 350. Sur ces 350, tu as un peu moins de 200, 190 en tech et produits. Wow. Donc, c'est le gros investissement. Beaucoup. Et si tu regardes sur les 190, je dirais que tu en as à peu près 60% qui bossent sur l'outil comptable, qui en fait, pour la plupart d'entre vous ici, à part Adeline, est la face immergée de l'iceberg. C'est ce que votre comptable y voit, pas ce que vous voyez. Et 40% des équipes qui bossent sur la partie outils de gestion, qui est ce que ceux qui sont clients ici voient, qui est mes achats, mes ventes, mon compte pro, mon budget, etc. Donc ouais, 190 personnes. Et malgré ça, et c'est des bons expérimentés, malgré ça, aujourd'hui, on n'est pas encore à 100% ISO en termes de parité de fonctionnalité avec Cegid. D'accord. Donc aujourd'hui, un collaborateur de cabinet peut encore légitimement te dire quand je passe de Cegid à Pennylen, il me manque encore… ça. Voilà. Après, tu as des cabinets qui aujourd'hui disent il manque ça, mais je sais que dans 3 mois je l'aurai. Et vous avez tellement en plus de l'autre côté que je suis prêt à bouger. Et tu as des cabinets qui disent tant que j'aurai pas exactement la même chose, j'attends. Donc ça, ensuite tu as une grosse équipe onboarding support, petite centaine de personnes. La moitié qui sont onboarding support cabinet. Et qui ont la particularité de tous être d'anciens collaborateurs de cabinet comptable. Parce que sur le chat, quand il y a quelqu'un qui te dit je faisais comme ça dans le module d'IMO dans Cegid Quadrant, comment je dois faire pareil dans Pennylen, tu as intérêt à avoir utilisé Cegid Quadrant. Sinon, tu as l'air un peu bête. Et donc, ouais, grosse équipe ça, tu as une grosse équipe éducation. Parce que
on est dans un business où normalement c'est très 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 dur d'arriver à ISO les fonctionnalités du legacy software. Par contre, le jour où tu y arrives, en tout cas on l'a vu avec Silae, le fameux acteur que je mentionnais sur la paye, ce qui devient ton frein, c'est ta capacité à déployer. Et donc on espère qu'on arrive dans cette phase-là, ce qui serait un bon problème à avoir. Et du coup là, quand tu arrives dans cette phase-là, en gros en France, tu as 150 000 comptables. Et donc on va devoir former 100 000 comptables en quelques années sur un outil cœur qu'ils utilisent 8-9 heures par jour. Donc on a, pour le coup, Alexandre, mon associé expert comptable, c'est un des trucs qu'il a fait. Lui, il a vécu et pratiqué pendant 2 ans aux États-Unis. Donc il a vu comment QuickBooks avait réussi ça là-bas. Et donc il a investi assez fort, assez tôt, dans du Customer Education. Donc on a concrètement une académie en ligne avec des vidéos de formation certifiantes, etc. pour les collaborateurs de cabinet. On a une équipe qui va dans les cabinets. On est certifié Calliope maintenant, donc qui va dans les cabinets faire des formations. On a également un forum, truc auquel je ne croyais pas vraiment, mais qui au final marche super bien. Donc aujourd'hui, on a 60% des questions posées par des collaborateurs comptables sur notre forum qui sont répondues par des collaborateurs comptables d'autres cabinets. Dernier point que j'oublie, après on a tout ce qui est Help Center. Et après, tu as une petite équipe commerce, marketing, il y en a 2 qui sont là-bas, Béra et Bosco, qui eux, ce qu'ils font, c'est surtout traiter. Donc aujourd'hui, on est quasiment que sur de l'inbound. Donc ils traitent soit des cabinets qui ont entendu parler de nous. Donc en fait, il y a une équipe sales cabinet qui du coup, maintenant on va la découper en petits cabinets, moyens cabinets, gros cabinets. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui un cabinet, ça te permettra de faire des maths sur notre revenu. Aujourd'hui, quand un cabinet il met Penny Lane dans son cabinet, en moyenne, et parce qu'aujourd'hui on a encore un taux de pénétration relativement faible de plans payants. Donc aujourd'hui, sur les 100 000 clients, tu en as à peu près 30 000 où eux payent un SaaS, outil de gestion, etc. Et 70 000 où pour l'instant, il n'y a que leur expert comptable qui paye l'outil de production comptable, quoi. Et donc, quand nous, on vend que à l'expert comptable, comme je disais, on ne gagne pas beaucoup de sous parce qu'ils sont habitués à payer pas très cher à Cegid. Et donc, voilà. Et nous, on gagne vraiment notre vie sur ces 30 000. Et donc, donc ça, c'est des deals. Un cabinet comptable en France, cabinet moyen, il va avoir quelques centaines de clients. Et donc quelques centaines fois quelques dizaines d'euros d'ARPU. Donc c'est un deal qui peut quand même assez vite. Aujourd'hui, j'ai un cabinet avec qui on bosse à Paris depuis un petit bout de temps, qui a mis 1/3 de son cabinet sur Penny Lane, qu'il a 600 dossiers sur Penny Lane. Et lui, c'est des clients qui ont bien pris voilà, que chaque client ramène en moyenne 35 euros par mois. C'est un cabinet qui me ramène quand même 20 000 euros par mois de revenus, donc 250 000 par an. Et ça, c'est un petit cabinet. T'en as pas. Donc tu as à peu près 10 000 cabinets en France, 10-12 000 cabinets pour 3 millions d'entreprises. Donc, et donc après, tu as une équipe qui vend aux entreprises en direct. Et ça, c'est plutôt les entreprises. Enfin, en gros, aujourd'hui, si tu as moins de 5 salariés, tu dois self-serve. On te rappelle si jamais tu drops. Et si tu as plus de 5 salariés, pour le coup, là, on a quelqu'un qui va prendre du temps avec toi pour comprendre ton stack, comprendre tes besoins et t'accompagner. Et on accompagne de plus en plus des boîtes de plus en plus grosses. Donc c'est un besoin relativement nouveau pour nous. Je pense que ça va peut-être résonner avec des gens dans le SaaS ici. Et donc une des questions pour nous, c'est où est-ce qu'on met la barre? Parce que plus on monte, enfin bien quasiment sur du enterprise. Donc là, notre plus gros client à date, c'est une ETI qui a 1300 collaborateurs. Pour donner une idée des chiffres, ils payent 10 000 euros par mois. Et par contre, ils ont des demandes custom, etc. Donc nous, c'est une question, comment on bosse avec ces gens-là, également comment on fait le déploiement. Et là, on s'essaye de plus en plus, on bosse pas mal avec des intégrateurs. Tu as un réseau assez développé en France d'intégrateurs qui souvent installé du Sage, qui maintenant vont venir installer du Penny Lane également. Voilà, donc c'est ça un peu en termes d'équipe
Tu dis que c'est majoritairement de l'inbound, donc l'inbound c'est le rêve, c'est le nirvana de tout le monde, c'est-à-dire le lead me tombe tout seul, tout cuit dans ma boîte mail ou dans mon HubSpot, ma boîte HubSpot ou Salesforce. Mais cet inbound, il est créé par quelque chose. Il y a du bouche à oreille quand tu as acquis un minimum de mini-marques, clairement, tes clients te recommandent, tes experts comptables recommandent à d'autres, mais au départ, il n'y avait pas de bouche à oreille. Donc au départ, il y a quelque chose qui a déclenché l'inbound et qui a fonctionné. Alors au départ, il y avait Valentin qui bosse aujourd'hui chez Fincom, qui est là ce soir, là-bas. Et au tout début, Valentin, il était là quand on était tous dans une salle, on était 5-6 quoi. Et au tout début, on s'est lancé. Alors on a la particularité, en fait, donc, il nous a fallu 18 mois de dev pour qu'il y ait un premier cabinet comptable qui mette un premier dossier dessus. Waouh. Et qui dise ton truc c'est pourri encore, mais si vous avancez vite, je peux mettre un premier dossier. Il nous a fallu 26 mois pour qu'il y ait un premier expert comptable, très early adopter, fan de crypto, qui dise je mets tout mon cabinet. Il nous a fallu 36 mois pour avoir un premier cabinet gros volume, mais early adopter, puisque cabinet en ligne assez atypique, qui met tout son cabinet. Donc lui, il a mis d'un seul coup 12 000 clients de Sage vers chez nous, et donc pour nous tout de suite, c'est... Voilà. Et il nous a fallu 48 mois, qui est là maintenant l'âge de la boîte, pour avoir le 5e plus gros cabinet français, donc qui est le cabinet BDO, qui a migré l'intégralité de ses clients de Cégide. Et du coup, dans cette traversée du désert de 18 mois, nous, on s'était dit au tout début que notre pire cauchemar, c'était de passer 18 mois ou voire plus à bosser dans notre garage sur un truc sans avoir de retour utilisateur. Ouais. Et donc, un des choix qu'on a fait, qui est assez atypique, c'est que Alexandre, du coup, mon associé expert comptable, il venait de se mettre à son compte 6 mois avant. Il avait un cabinet inscrit à l'ordre avec 50 clients. Et donc, en fait, on s'est dit que pendant la première année, on allait opérer notre propre cabinet d'expertise comptable pour avoir des vrais utilisateurs comptables cabinet qui, quand ils étaient embauchés, ils savaient que le truc, c'était un squelette, quoi. Mais au moins, nos ingénieurs, ils avaient vite des retours de gens qui disaient « ça, c'est nul, là, c'est là que je perds plus de temps, etc. » Donc, on a fait ça pendant 1 an. Wow. Et donc, en fait, au tout début, quand Valentin il est arrivé, lui, son job, c'était de signer des clients en mode cabinet pour avoir quelques clients qui utilisent la solution. Et là, il faisait de l'outbound pour le coup, parce que là, il n'y avait pas… Et donc après, on a vendu une fois que le premier cabinet nous a dit « ça y est, le truc est assez bien », on a arrêté de prendre des nouveaux clients sur ce lab cabinet et on a vendu 6 mois plus tard un cabinet c'est des cycles longs. Ce cabinet qui nous a racheté notre cabinet lab, du coup, c'était il y a 24 mois. Et il vient la semaine dernière de signer pour mettre tout le reste du cabinet. Donc on est sur des cycles assez… c'est un gros cabinet pour le coup, pareil, 30e, 40e plus gros cabinet français. Mais tu vois, c'est des cycles longs, l'accompagnement au changement, etc. Ça, je ne suis pas sûr que tout le monde le réalisait, le temps, les 18 mois à développer quelque chose sans encore savoir comment ça va se passer. Pas avoir le produit dans les mains des utilisateurs finaux, c'est une période super difficile, super frustrante. Donc il faut tenir les 18 mois. Je sais que moi, les premiers produits qu'on a développés, au bout de 6-8 mois, on n'en pouvait plus déjà. En 18, ça doit être très dur à tenir. Ouais. Et la compta, c'est compliqué. En plus, comme je disais, c'était le Covid. Et donc nous, les tout premiers comptables qu'on avait embauchés, nous, on avait l'impression que notre logiciel, il faisait le boulot, quoi. Et ils passaient leur vie dans Excel, on ne comprenait pas pourquoi. Parce qu'ils nous disaient, il faut faire la révision. Et donc moi, ça m'a mis longtemps avant de comprendre ce que c'était la révision. Mais ouais, donc je ne le dirai jamais assez, mais ultra important d'être assis à côté de vos utilisateurs, de voir concrètement dans leur environnement comment ils utilisent votre produit et pas juste de faire de la recherche utilisateur à distance. On était un peu forcé avec le Covid, quoi. Mais… Ouais, mais en même temps, tu ne peux pas toujours faire ça. Non. C'est très compliqué. Ok. Tes équipes techniques produits, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur la manière dont elles sont structurées ? Vous avez suivi les modèles Spotify, Tribe Squad, machin chose, les PM, les EM, les ingés, les QA, tout ça dans les mêmes équipes. Et est-ce qu'il y a eu des étapes, parce que vous êtes 190 maintenant dans l'équipe produit, c'est beaucoup, vous avez commencé, vous êtes une dizaine. Ouais. Comment ça a évolué? Quels sont les murs que vous avez pris? Quelles sont les déceptions que vous avez eues, les mauvaises décisions que vous avez prises et qui ont amené à ce qu'on a aujourd'hui?
Alors, au tout début, on avait juste notre premier product manager, c'était product manager compta, puisque on avait notre lab cabinet, il fallait bien qu'on puisse tenir la compta de ses clients. Au bout d'un moment, on s'est dit, bon, il faut quand même qu'on… Donc, quand le premier cabinet a dit, là, c'est bon, je peux mettre un dossier, on s'est dit, mince, le problème, c'est qu'il faut quand même qu'on vende quelque chose au client, parce que si on vend juste au cabinet, on a un souci. Et malheureusement, pour le client, on a genre une page qui est une sorte de dashboard un peu moche, parce que tout notre effort, il était sur le côté cabinet. Et donc là, à ce moment-là, on a commencé à avoir 2 product managers, un côté compta, un côté client. Et donc assez longtemps, c'est ça qui est resté, c'était les 2 pôles. Un pôle, je construis des outils de gestion, et un pôle, je construis un outil de production comptable. Et puis au fur et à mesure que ça s'est étoffé, plutôt que d'être 2 équipes, c'est devenu 2 départements, on va dire. Pour moi, les grandes évolutions ensuite qui se sont suivies, il y a un moment où on s'est dit, maintenant notre outil côté client, outil de gestion, les fonctionnalités, elles sont à peu près toutes là. Et maintenant, il faut aller faire du product-led growth parce que, en fait, l'expert comptable, il invite son client. Encore une fois, le boucher à Perpignan, il n'a rien demandé. Il reçoit juste un mail. Et donc, il faut qu'en 3 minutes, il comprenne à sa première connexion ce que Penny Lane va lui amener. T'aimes bien Perpignan? Ouais, c'est un cabinet que j'ai en tête, c'est un des premiers gros cabinets qu'on a. Et du coup, on a créé à ce moment-là une équipe activation. C'est la première fois qu'on avait une équipe qui ne bossait pas sur juste une feature, enfin pas juste construire des features, mais vraiment du taux d'activation, etc. Il y a deux autres choses un peu dans la même veine. À un moment, on a créé une équipe Product Growth qui vient, entre guillemets, après l'activation, faire qu'il y a un store dans l'application où tu puisses upgrader, upseller et qu'on te mette les bons messages au bon moment pour qu'on te montre la valeur de prendre un plan payant. Et donc aujourd'hui, là, on a 4, tu pourrais appeler des tribes ou des tracks. On a une track SMEs, qui est un peu l'outil de gestion, une track Accountants, on a une track Internal Tooling, donc toute notre tuyauterie interne qui est relativement complexe pour une boîte de notre âge et de notre taille parce qu'on facture le cabinet, on facture le client, il y a des trucs de revenus chers, c'est un enfer. Et dernier track qu'on a créé il y a maintenant 1 an, qui est une track, ce qu'on appelle Financial Services, où on vient proposer, donc l'idée c'est qu'une fois que tu es chez nous, on te propose un compte pro, des cartes, du financement. Et l'idée c'est de bosser, aujourd'hui on bosse pas mal avec des startups fintech qui proposent des infrastructures de finance. Moi ma vision c'est qu'en vrai demain on va plutôt bosser avec les acteurs traditionnels comme ceux qui nous accueillent ici et que les acteurs ici, comme celui qui nous accueille ici, en vrai demain ça lui coûtera à mon avis moins cher de distribuer ses produits de financement, d'affacturage, je ne sais quoi, dans Penny Lane en payant une petite commission partagée entre Penny Lane et l'expert comptable, plutôt que de maintenir son réseau d'agences retail B2B, où en vrai le conseiller bancaire il part régulièrement, il n'arrive pas forcément à créer une relation de confiance. Donc moi c'est ça la vision que j'ai, c'est aujourd'hui l'OS et demain l'App Store, bosser avec les acteurs bancaires traditionnels pour pouvoir venir proposer les services financiers au bon moment. Parce que pour le coup, normalement, on a la donnée la plus fine financière sur une boîte. Et donc, on sait quand est-ce qu'elle a besoin de trésor, quand est-ce qu'elle a besoin d'affacturage, de je ne sais quoi, pour lui dire, tiens, il y a peut-être ce service qui peut t'intéresser. Il y a des exemples américains de boîtes qui ont fait ça. Une dans la paye, justement, et une dans la compta, non, qui a été rachetée par QuickBooks. Peut-être. Alors, en tout cas, QuickBooks, nous, on veut faire le QuickBooks européen. Ouais. La différence, quand même, c'est que QuickBooks a construit il y a 15 ans et il y a 15 ans, il n'y avait pas ces acteurs d'infrastructure. Ouais. Donc, nous, on bosse avec un acteur qui s'appelle Swan, par exemple, de facto. Et comme ces acteurs-là n'existaient pas, en vrai, QuickBooks, en fait, il a vendu des leads aux banques. Donc, quand quelqu'un disait « je veux un crédit », QuickBooks va gagner des sous en vendant un lead. Nous, on se dit que plutôt que juste vendre un lead, il vaut mieux pouvoir permettre au client de prendre son financement dans l'application. Avant qu'on passe au Q&A pour laisser un peu de temps à tout le monde, parce qu'il est déjà à 8h moins le quart, moi j'aimerais que tu nous racontes un peu, et ça reste entre nous, ça ne sortira pas de cette pièce, mais
Quels ont été tes challenges à toi, tes challenges de leadership alors au tout début, aux phases de scale, quand vous êtes passé de 50 à 100, puis là ça commence à devenir un peu impersonnel, on ne connaît plus tous les prénoms de tout le monde, etc. Et puis alors maintenant, à 350, alors clairement, c'est très différent, c'est pas du tout le même genre de boîte. Toi, en tant que CEO, en tant que fondateur, en tant que leader, ça a été quoi les moments clés, les trucs que tu as dû cranter pour passer à l'étape d'après? Je dirais que tu as une première étape, Valentin s'en souvient peut-être, mais et Jean aussi, mais c'est justement quand est-ce qu'on arrête notre cabinet pour aller lab, pour aller vers le pur SaaS. Et c'est quand même un peu un saut dans l'inconnu. Parce qu'il y a un cabinet qui a dit moi ça me plaît bien. Nous on sait que depuis le début que c'est ça qu'on veut faire. Reste qu'on a déjà levé des fonds, on a quand même des beaux revenus qui rentrent, etc. Et le jour où tu arrêtes de faire du service et tu fais du pur SaaS, en gros, ton revenu, tu le divises par 5, à peu près à la louche. Je vois bien. Et donc, il faut quand même que tu aies bien préparé en amont tes investisseurs pour leur dire que là, tout ce qu'ils voient dans ton reporting, c'est pas vrai. Il faut diviser tout ça par 5, mais que c'est reculé pour mieux sauter, quoi. Donc ça, c'était un gros enjeu. Et pour le coup, quand on a fait notre levée de série A, ou seed, ou enfin, je sais pas, il y a beaucoup d'investisseurs qui m'ont dit en vrai, tu me demandes d'investir dans une boîte SaaS, mais aujourd'hui, tu fais 0 € de revenus SaaS. Qu'est-ce qui fait que je te crois que… Et en vrai, j'en ai pas eu beaucoup qui m'ont fait la term sheet. Ouais. Et là, par contre, la bascule a été super efficace, super rapide. Et en fait, ça a super bien pris. Et il y a plein de gens qui nous disaient, en fait, je cherche un expert comptable et un outil. Et nous, on disait, nous, on a l'outil, et puis je te présente un expert comptable. Et en fait, les gens étaient très contents. Et du coup, nous, on faisait le SaaS, on n'avait pas… Donc ça, c'est un… Mais pour embarquer tout le monde, les invests, les cofondateurs, les salariés sur… On arrête le truc qui marche bien, parce que ça marchait bien. Hein. En vrai, on signait plein de clients et tout. Ça, c'était un moment assez clé. Suite à cette levée de fonds, on a dit il faut mettre vraiment le paquet pour rattraper Cegid. Et donc vraiment recruter beaucoup de tech. Et cette levée de fonds, on l'a faite et genre 3 mois après, il y a du coup Sequoia qui est venu et qui a dit en fait j'ai envie d'investir. Et donc on a eu pas mal de sous vite. Et donc là, on a dit il faut recruter vite. Et là, on s'est rendu compte, donc on était remote first depuis le début sur la tech, mais qu'en France. On s'est rendu compte que ce serait impossible de recruter 190 personnes expérimentées Rails React en France. Et donc, il a fallu faire le saut sur aller embaucher partout en Europe. Et donc ça, c'était un truc assez dur. Déjà de passer tout le monde en anglais, on l'avait déjà fait dans notre première boîte, mais surtout les premiers devs, quand on appelle ça les Tech Days tous les 2 mois, où ils étaient 1 ou 2 à ne pas parler français, tout le monde parle français. Comment on arrive à ce qu'ils ne partent pas, à ce qu'ils soient intégrés. Chaud. Voilà. Donc ça, c'était un moment, je trouve, assez clé. Les premières migrations, premiers gros cabinets qui nous font confiance. À la fois, pareil, c'est un saut dans l'inconnu, à la fois pour eux, pour nous. Mais quand ils nous disent « je signe », nous, on n'a jamais fait une migration de 12 000 dossiers. Stress. Et tu peux pas, un cabinet comptable, c'est une usine de prod. Concrètement, ils arrêtent Sage, il faut que quand ils reviennent 2 jours après, le truc marche, quoi. Il faut qu'ils aient perdu aucune donnée. Hein. On ne peut pas leur dire là, désolé, les pièces jointes, je les ai perdues. Voilà. Donc il faut qu'il y ait toutes les écritures comptables, toutes les pièces, etc. Et comme c'est 12 000 en une semaine, il faut que ce soit industrialisé. Donc ça, c'était un truc, plus du stress. Voilà. Et ensuite, tu en parlais, je pense qu'effectivement, quand on a commencé à grossir, tu as commencé à avoir des silos, où comme chaque équipe devient plus grosse, les sales parlent qu'aux sales, l'onboarding à l'onboarding, etc. Et donc là, un des gros enjeux, ça a été de changer vers ce qu'on appelle les tracks maintenant, où on essaie de faire collaborer des gens de différentes équipes, mais qui s'occupent de la même persona, donc d'une small SMI, d'une large SMI, d'un cabinet comptable, ensemble dans une même équipe. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été complexe. Ça a commencé à bien prendre. Et peut-être dernier point, c'est le multiproduit. Je pense que
j'ai pas mal d'investisseurs que j'ai rencontrés qui m'ont dit ce qui fait qu'une boîte elle va devenir vraiment très très grosse, c'est si elle arrive à basculer international et si elle arrive à basculer multiproduit. Je pense que nous on a la chance depuis le début d'être relativement multiproduit ou en tout cas multi-features, puisqu'on te permet de gérer tes achats, tes ventes. Et depuis le début, on ne fait pas juste un truc très bien, c'est plutôt tu peux faire plein de trucs. Reste que c'était un abonnement SaaS. Et du coup, il a fallu faire la bascule sur maintenant j'ai un abonnement outil de gestion, mais en fait je suis aussi un compte pro. Et donc ça, il a fallu que tout le monde dans la boîte s'aligne sur et aligner les intérêts pour faire que tout le monde réfléchisse à ok, il utilise mon outil de facturation, mais comment je peux faire pour qu'en plus il ait de l'intérêt à utiliser aussi le compte pro, à quel moment je peux lui recommander. Et aujourd'hui, c'est à peu près 20% de nos clients qui ont un compte pro chez nous. On a commencé à vraiment bien percer là-dedans. Après, tu en as encore beaucoup qui ont le compte pro, mais qui ne l'utilisent pas encore beaucoup. Voilà. Donc, Ok. c'est ça un peu mes grands. Et après, au fur et à mesure, après, tu as les problèmes du quotidien. Ça, c'est un peu les moments clés, je dirais. Ok. La chance qu'on a, c'est que c'est des grosses boîtes, principalement owned par du private equity, C'est vrai. et qui n'ont pas de. C'est pas des boîtes tech. C'est principalement des boîtes qui font du M&A. C'est des boîtes de M&A qui build up. Et donc, je pense qu'ils n'ont pas de vision très long terme et ils ont une vision assez court terme de cette année, je dois sortir tant de trucs. C'est financier, quoi. C'est financier. Au tout début, je pense qu'ils nous ont sous-estimés. Donc, moi, la première fois que j'ai rencontré le patron de Cegid, il a dit de toute façon, il te faudra 10 ans avant de piquer un gros cabinet. Il en a fallu 4. Quand même 4. Voilà. Mais donc, et comme ils sont dans des logiques de private equity, c'est plutôt des cycles de moins de 10 ans, quoi. Aujourd'hui, je les vois pas réagir massivement. Il y a un truc, comme ils font beaucoup de build-up, par exemple, si on lit la com financière de Cegid, en gros, ils disent on est le nouveau SAP. Donc en fait, ceux qui les ont rachetés ont racheté une boîte franco-française, rachètent des acteurs au Portugal, en Italie, en Espagne, des acteurs dans la paye, dans le SIRH, etc. Donc si tu regardes les chiffres globaux de Cegid, financièrement, c'est magnifique. Ils sont passés de, je ne sais plus, 400-500 millions de chiffre d'affaires à aujourd'hui 800 millions en quelques années. Rentabilité qui monte parce que c'était du on-prem, maintenant c'est du SaaS, ils ont monté les prix. Et donc je pense que les investisseurs ne les challengent pas non plus trop. Enfin, ils ne nous voient pas tant que ça arriver, on ne se reflète pas encore dans leurs chiffres. Sage, pour le coup, donc ça c'est pour Cegid. Sage fait relativement peu de revenus avec les experts comptables. En gros, ils gagnent 20 millions avec les experts. La louche des chiffres que j'ai pas. 20 millions avec les experts comptables et plutôt 150 millions avec les PME. Et donc aujourd'hui, il ne défend pas son business expert comptable. Le cabinet de 12 000 dossiers que j'ai basculé, il n'a pas reçu un appel de CSM, quoi. Par contre, le business PME, il est adressé via des intégrateurs. Et ces intégrateurs sont généreusement rémunérés. Et donc, eux vont défendre Sage de fait jusqu'au bout, quoi. C'est ça leur défense principale. Après, alors moi, c'est mes concurrents à court terme. Parce que c'est par eux que je rentre, notamment aussi sur le segment PME. Après, pour moi, un autre concurrent sérieux, et c'est un frenemy, je pense, c'est sur le segment TPE. Ça va plutôt être genre Conto, dans le sens où une TPE, pour moi, à la fin, elle veut un outil pour gérer toutes ses finances. Enfin, quand tu as monté ton resto, tu ne veux pas t'amuser à avoir 3 SaaS pour gérer tes finances. Tu veux un outil pour avoir tes achats, tes ventes, ton compte pro, etc. Je pense que tu as peut-être 40 € par mois à mettre là-dedans, maximum. Et donc, je pense qu'à la fin, tu veux un seul outil. Et Conto, il a commencé par le compte pro. Et maintenant, il fait facture d'achat, note de frais, etc. Moi, j'ai commencé par tout ce qui est facture d'achat, facture de vente, etc. Maintenant, je fais le compte pro. Et donc, on a 2 stratégies différentes. Eux, ils mettent beaucoup de sous chez Google pour acquérir des clients. Et tous les sous qu'ils mettent chez Google, moi, je les mets pour construire le meilleur outil pour les experts comptables.
Et je pense que je suis, moi, sur un business qui est beaucoup plus lent à décoller, parce qu'il faut remplacer Cegid. Par contre, je pense que c'est une stratégie qui t'amène beaucoup plus profond dans le marché. Donc mes équivalents anglo-saxons, ils ont des parts de marché vraiment énormes dans leur pays. Et surtout, c'est at scale, je pense que c'est des coûts d'acquisition entre guillemets plus bas. Donc quand j'ai commencé dans le secteur tech, etc., il y a 2 ans et demi, voilà, j'avais à peu près 50% de mes clients qui étaient chez Conto. Et aujourd'hui, c'est à peu près 10-15%. Et donc pour le coup, là, moi, je vais, avec l'expert comptable, équiper le client d'un compte pro avec à peu près la même proposition de valeur. Et donc à la fois, on est ultra bien intégré avec Conto. Et si tu parles à un commercial Conto, il va te dire j'adore quand le prospect il a Pennylen parce que il y a une belle intégration, ça se vend super bien. Le commercial Pennylen va dire j'adore quand le client il a Conto parce qu'il y a une belle intégration, ça se vend super bien. Mais je pense quand même qu'à la fin, et le marché est assez grand pour plusieurs acteurs, mais à la fin, la plupart des TPE, elles n'auront pas deux trucs. C'est ma conviction. Un bel exemple de distribution indirecte. Pour moi, il n'y a pas de limite dans les services financiers qu'on doit pouvoir proposer. Après, la question, c'est plus est-ce qu'il y a des API qui existent en face pour intégrer ces services-là. Donc aujourd'hui, moi, je fais du compte pro avec Swan, du financement avec Defacto. Je parle déjà avec d'autres grandes banques qui m'ont dit moi ça m'intéresse et qui m'ont dit jusque-là je n'avais pas construit d'API pour distribuer mon financing, mon factoring, parce qu'en fait il n'y avait pas un App Store qui avait beaucoup de volume comme pourrait l'être QuickBooks aux États-Unis. Et donc en fait c'était comme Cegid il n'a pas d'App Store, c'est lui qui aujourd'hui a les clients, les gens ne se connectent pas dans Cegid. Donc en gros les banques m'ont dit ça ne me servait à rien de développer une API pour aller distribuer mon crédit dans Cegid parce qu'il n'y a personne qui se connecte. Donc, voilà. Donc ils me disent maintenant qu'il y a des gens qui se connectent, moi ça m'intéresse d'aller distribuer mon crédit, mon affacturage, etc. Et donc moi, toutes les API qu'on pourra me fournir, je suis ravi entre guillemets de venir les proposer dans l'App Store. Si je pousse le truc vraiment très loin, mon rêve le plus fou, un des investisseurs de Sequoia, il disait un jour tu pourrais faire peut-être par exemple du B2B wholesale marketplace. En vrai, je devrais pouvoir dire à un resto, est-ce que tu sais que tu achètes ton café plus cher que la moyenne des restos autour de toi ? Les autres restos qui achètent leur café moins cher, ou pas forcément moins cher, mais peut-être meilleur, moins d'impact carbone parce que c'est moins loin, etc. Et donc ça, il y a un truc qui arrive en France qui s'appelle la facture électronique, où en fait concrètement, alors ça a été delayed, voilà, mais concrètement, bientôt, nous aujourd'hui, quand un comptable il saisit une facture, il saisit 400 € chez Métro, 20% de TVA. C'est à peu près moi toute l'info que j'ai. Avec la facture électronique, je saurais exactement que tu as acheté 300 kg de farine, etc. Et donc je pourrais demain te dire que tu achètes ta farine ou ton café plus cher, ce que je ne sais pas te dire aujourd'hui. Et donc je pense que demain, tu as des trucs à faire pour t'aider à optimiser tes coûts ou ce genre de choses. Moi, j'avais peur que les comptables disent tant que ton truc n'est pas prêt, voilà. En fait, ils sont totalement ouverts à dire je teste sur un dossier, sur 2 dossiers, etc. Et donc ça, pour le coup, assez vite, ça s'est fait. Et ensuite, du coup, moi, ce que je dois optimiser, c'est plus le temps que ça prend entre le premier dossier et le moment où le cabinet il a migré l'intégralité de ses dossiers. Vous avez à peu près combien de touchpoints justement pendant tout ce sales cycle qui a l'air assez long? Alors, je dirais que le sales cycle de mettre le premier dossier, il n'est pas très long. Ce qui est long, parce qu'en vrai, souvent c'est son client, dans ce cas-là, qui lui a dit allez, voilà, ou c'est un confrère qui lui a dit Pennylen, c'est trop bien. Donc en vrai, pourquoi pas quoi. Le vrai challenge, c'est passer de un dossier à l'intégralité du cabinet. Nous, aujourd'hui, on bosse avec à peu près 2000 cabinets, mais tu dois en avoir genre 15% de ces 2000 qui ont vraiment mis l'intégralité de leur cabinet. Et donc moi, ma croissance des années à venir, c'est juste déjà les 1800 ou 1700 qui juste ont encore, je ne sais pas combien de dizaines ou centaines de milliers de clients qui, entre guillemets, ils n'ont pas encore basculé parce que ils attendent encore telle fonctionnalité ou tel truc. Peut-être un truc moi que j'ai appris à la fois avec les cabinets et à la fois avec
avec les grosses PME, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de facturer des frais d'installation. Les cabinets, pour eux, c'est un gage de sérieux, tout simplement. Si tu leur dis que tu vas facturer les frais d'installation, ils se disent « Ok, on va bien s'occuper Il va m'aider à installer. de moi ». J'ai une histoire, mais une de nos commerciales, elle était sur un deal pour équiper un gros franchisé avec genre 15 ou 20 KFC. À l'époque, c'était notre plus gros deal potentiel. Et on perd le deal versus un intégrateur Sage, alors qu'elle était sûre qu'elle allait le gagner. On perd le deal contre un intégrateur Sage, donc la DAF finit par choisir Sage. Et donc mon associé directeur commercial, il a appelé la DAF du franchisé en demandant est-ce que en vrai tu peux me donner le feedback honnête, m'expliquer pourquoi tu n'as pas choisi Penny Lane, etc. Sa raison numéro 1, c'est qu'on avait dit on t'offre les frais d'installation et que l'intégrateur lui avait mis un devis à 30 000 € de frais d'installation. Mais en vrai, si tu es DAF d'une boîte comme ça, toi, en vrai, tu mets quand même ton job, tu mets ta réputation en jeu quand tu choisis de migrer d'un outil vers un autre. Et en vrai, je pense que si ça se passe mal, on va venir te dire attends, mais tu as pris un outil qui t'a mis 0 € de frais de migration, en fait, c'est toi qui passes pour quelqu'un de bête. Tu préfères payer 30 000 € mais assurer tes arrières et dire j'avais fait tout ce qu'il fallait, je m'étais fait accompagner par un intégrateur, etc. Donc je pense vraiment qu'il ne faut pas hésiter. Enfin, tout fondateur SaaS se dit oh là, moi ce qui compte c'est le récurrent, le MRR. Mais parfois, ça envoie un signal négatif, l'impression qu'on se brade. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, un cabinet, un gros cabinet, notamment BDO, là, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qui payent de frais d'installation. Et après, surtout, à la limite, les plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est rien comparé à l'investissement en project management qu'ils mettent en interne. Et c'est quelque chose, pour le coup, eux, ils ont fait les choses d'une façon ultra professionnelle. Donc concrètement, les collabs s'arrêtent sur Cegid. Ils partent 2 jours en séminaire où il y a des gens de BDO et des gens de Penny Lane. On forme, on fait des trucs en bac à sable avec des. Et quand ils reviennent, pendant les 2 jours, c'est migré. Quand ils reviennent, il y a tout qui est nickel. Et ils ont une filiale à l'île Maurice qui a fait 30 minutes de check par dossier pour leur dire que tout est nickel et qui a checké Cegid Penny Lane pour dire que tout est exactement pareil. C'est le truc le plus pro que j'ai vu. Tous les cabinets n'ont pas les moyens de mettre ça en place. Mais en tout cas, la partie change, c'est le truc clé, quoi. Notre produit tout seul, sans notre équipe accompagnement au changement, il n'y a aucun cabinet qui nous prend, quoi. C'est une grosse équipe, ouais. Alors, c'est la vision que j'avais aussi, la même que toi au début, en se disant, en vrai, l'expert comptable, il doit faire saisir des factures, je ne sais quoi, et on peut l'automatiser. Je te confirme que ce n'est pas le cas. Tu as un aspect qui s'appelle la révision. Et en fait, la donnée que toi tu lui donnes, elle est imparfaite. Et tout l'enjeu pour l'expert comptable, c'est de trouver les trucs qui manquent, de trouver que, je sais pas moi, tes immobilisations, tes emprunts, il y a une écriture qui n'a pas été passée, etc. Et c'est vraiment là-dessus que le temps il est passé. Le temps passé sur la saisie des données, en fait, il est minime. Nous, quand on a commencé, on pensait que c'était ça. Nous, on a mis un effort incroyable à avoir, je disais tout à l'heure, la super page de saisie des factures avec le super OCR, etc. En vrai, c'est des trucs qu'ils ont déjà beaucoup automatisés. Le vrai truc derrière, c'est ce qu'on appelle la révision. Et parce que l'expert comptable, il engage tout simplement sa responsabilité. Et donc, quand il va faire ta déclaration, il faut qu'il s'assure qu'il n'y a pas de trou, etc. Et donc, honnêtement, alors Dougs, c'est un modèle expert comptable en ligne relativement low cost, où en fait, c'est toi qui fais le boulot. Et tu regarderas la lettre de mission, qui est le truc que tu signes. En fait, il dit tu fais toi-même ta TVA, etc. En vrai, il ne te protège pas autant, il ne s'engage pas autant, vu que c'est toi qui fais ta TVA, qu'un vrai cabinet, quoi. Alors, c'est un vrai cabinet, ils sont inscrits à l'ordre, mais c'est pas la même chose. Honnêtement, pour le coup, pour avoir eu notre cabinet lab, c'est pas du tout un truc que tu automatises comme ça, quoi. C'est de la compta, c'est un nombre incroyable de cas particuliers. Et donc, Et si tu essaies, le pire, c'est que si tu essaies d'automatiser,
Tu vas faire du coup ce qu'a fait un peu Payfit. Quand tu es dans le chemin qui marche bien, le Happy Pass, c'est magnifique, trop beau. Mais dès que tu t'écartes, en fait, tu crées un enfer pour le comptable, parce que c'est une boîte noire, parce qu'il n'y a pas de magie. Si tu automatises, c'est que tu crées une boîte noire avec plein tu es obligé de faire des trade-offs. Et si tu crées une boîte noire, comme un comptable, il faut que ce soit 100% correct. Si par moment il y a des trucs faux, il va être obligé d'aller tout rechecker. Et en plus, comme toi, tu as fait une boîte noire, ça va être horrible de rechecker parce que pour automatiser, tu as dû normaliser et rigidifier les choses. Et donc, en fait, donc moi, j'y crois pas, quoi. Pour répondre, je ne crois pas au fait que tu puisses automatiser sur du tout petit dossier. Ce que fait Indy, oui. Parce qu'en France, tu as deux types de compta. Tu as la compta de trésor et la compta d'engagement. Compta de trésor, c'est ce qui fait foi, c'est tes flux bancaires. Et donc là, oui, je pense que tu peux automatiser une grande partie. En France, c'est jusqu'à 250 000 € à peu près de chiffre d'affaires. Par contre, dès que tu es au-dessus, compta d'engagement, honnêtement, pour rendre quelqu'un autonome en faire de la compta d'engagement, si tu n'es pas un comptable formé, tu n'as aucune chance, quoi. Si là, on te demande de faire une liasse, c'est vraiment très complexe. Donc pour la première question qui était est-ce que les experts comptables ont eu peur de Penny Lane ? Oui, je confirme. On a eu plein de fois des experts comptables qui nous ont dit « Ah mais en fait, vous êtes des pirates, vous allez nous voler les clients. » Et forcément, si tu es commercial Cégide, le truc le plus facile à dire à un expert comptable, c'est des pirates, ils vont te voler tes clients. Voilà. Mais après, on leur a juste expliqué que non, justement, on avait vendu le cabinet et que nous, ce n'est pas du tout notre stratégie. Dans les faits, quand tu regardes une boîte comme QuickBooks ou Xero, qui sont nos équivalents anglo-saxons, ils gagnent très bien leur vie en étant juste un logiciel. Ils n'ont pas du tout volé les clients aux experts comptables. Je n'ai pas précisé, mais donc QuickBooks, qui est la boîte anglo-saxonne qui a réussi à ramener l'expert comptable et le dirigeant d'entreprise sur une seule et même plateforme, c'est une boîte qui est capitalisée, qui pèse 140 milliards de dollars en bourse et qui est dans 4 pays. Et on a de la chance, on est sur un pays, pour moi c'est un des rares marchés de cette taille-là, où tu as une boîte en Europe qui peut valoir, je pense qu'on peut valoir 100 milliards d'euros demain, où les anglo-saxons ne peuvent pas venir, parce qu'on a une compta qui est très complexe, et du coup ils ne peuvent juste pas réussir à venir. Donc ça c'était la première question, et la deuxième c'était, donc c'est gain de productivité. En fait ils gagnent en rentabilité. Le cabinet BDO par exemple, souvent, ce qui marche bien, typiquement chez BDO, c'est que les associés, ils ont mis, pendant le test, ils ont mis Penny Lane sur leur holding. Donc en fait, eux-mêmes, ils ont joué le rôle du client et du comptable, et ils voient le gain de productivité qu'ils ont. Et ouais, c'est estimé, les chiffres que moi j'entends des experts comptables quand on fait des workshops et tout, c'est de l'ordre de 20 à 30% de productivité gagnée. Et chez eux, ça se traduit très vite sur rentabilité, quoi. Donc la réponse CRM, clairement non. Donc nous, on commence à la facture. Et on préfère s'intégrer avec les meilleurs outils, type HubSpot, etc. Enfin, la profondeur d'un HubSpot, elle est monstrueuse, quoi. Il y a assez de profondeur pour aller faire. Si on veut bien faire du CRM, du marketing automation, etc., c'est infini. Donc nous, on commence à la facture. C'est la règle qu'on s'est fixée. Par contre, on se connecte avec les meilleurs outils CRM du marché. Et ERP, alors je n'ai pas trouvé encore de définition officielle de ce que c'est un ERP. Je pense que ce qui différencie Penny Lane d'un ERP aujourd'hui, c'est qu'on ne gère pas le stock, la production industrielle. Et ça, aujourd'hui, on assume et on va se connecter. Par exemple, j'ai des clients qui utilisent Odoo comme ERP et qui utilisent Penny Lane pour la compta et la finance, parce que Odoo sur la compta finance, en fait, ce n'est pas aussi bien que Penny Lane. Donc, on se connecte pareil un peu. Les autres trucs qui définissent un ERP, souvent, c'est de l'international. Et ça, on veut aller à l'international, mais surtout, je pense qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, qui vont construire des trucs on top. Donc, typiquement, il y a une boîte qui s'appelle Translucent au UK, qui dit, jusque-là, dès que tu allais à l'étranger, tu devais prendre NetSuite ou SAP parce que tu étais… Et il dit, plutôt ça, moi, je construis le truc au-dessus pour que tu puisses prendre Penny Lane pour ta structure en France, Xero pour ta structure anglaise et je ne sais quoi pour ta structure espagnole. Et moi, je suis le truc au-dessus qui agrège les trois.
qui fait de la consolidation, etc. Ça, j'y crois pas mal. Ça, c'est bien ça. Ça, je prends, j'achète. Donc ça, j'y crois pas mal. Et souvent, après, l'autre truc de l'ERP, c'est que ça fait tout. Donc c'est la paye, et ça, moi, je me connecte. Je crois plutôt au monde. Enfin, l'ERP, c'est beau, mais aujourd'hui, on est dans des mondes où chaque truc devient tellement profond et complexe. Je crois pas à la boîte qui peut tout bien faire, quoi. Donc je préfère faire très 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 bien la compta et la finance et tous les services financiers, et c'est déjà très très gros, et me connecter avec les meilleurs outils de chaque domaine, quoi. Alors, pour les plus grosses boîtes, donc, ce qui est sûr, c'est qu'on a essayé de l'outbound, mais on l'a fait petit bras. Du coup, ça n'a pas marché. On a décidé d'arrêter en se disant on vaut mieux faire très très bien l'inbound que d'essayer de faire et l'inbound et l'outbound et de faire mal les deux. Aujourd'hui, on a assez de volume en entrant en inbound. Aujourd'hui, 50% des PME qu'on rentre, c'est via les experts comptables. Et en fait, les PME, elles vont souvent changer d'outil. Et aujourd'hui, récemment, j'ai eu un groupe hôtelier de 50 hôtels qui a fait un appel d'offres pour changer d'outils comptables et de cabinet. Ils cherchaient un cabinet qui les accompagne. Et sur les 3 cabinets qui ont répondu, tu avais BDO, KPMG et Inextenso. Et BDO, KPMG pitchaient Pennylen. Inextenso, ils ont leur propre outil. Et donc, c'est BDO qui a gagné. Mais tu vois, du coup, eux, ça devient aussi un argument de vente pour se différencier. Et là, un deal comme ça, eux, ils rentrent entre 500 000 et 1 million d'euros d'honoraires annuels. Et ce qui fait gagner, parce que ce qui les différencie pas mal, notamment du copain, c'est qu'ils sont experts de Pennylen et qu'ils vont aider la boîte à gagner en… Voilà. Donc ça côté expert comptable. Maintenant, sur le reste, je pense qu'il y a des histoires de notoriété à travailler. Ça reste un petit monde, les DAF de PME. Je pense que tu as un dernier point, c'est les intégrateurs. Et ce que je disais, je ne sais pas, j'ai pas encore… Donc aujourd'hui, on bosse de plus en plus avec eux. Mon problème à moi, c'est que je ne peux pas les payer ce que Sage les payait, qui est indécent. Donc je ne peux pas. Donc eux, aujourd'hui, ils ne vont pas migrer leur stock de clients vers moi, à moins que je leur donne la même chose que ce que Sage leur donnait. J'estime que c'est un peu la carotte et le bâton. Il faut que je trouve le bon modèle pour bosser avec eux. Et en même temps, ce qui fera que vraiment, typiquement, il y en a un qui, je pense, qui est en train de réfléchir. Lui, ce qui lui fait peur, c'est que quand Silae est arrivé sur le marché de la paye, Silae lui a pris en 18 mois 40% de ses clients où il vendait Sage Pay. Et donc, lui, quand il perd 40% de ses clients, c'est violent, quoi. Et donc, c'est à la fois comment je bosse bien avec eux et comment ils ont assez peur de moi que s'ils ne bossent pas avec moi, en fait, ils vont perdre leur… Et à quel moment tu arrives à ce point de bascule. Mais je suis convaincu que je dois bosser avec les intégrateurs parce qu'ils ont la relation de confiance, de proximité avec ces PME. Il faut juste trouver le bon équilibre. J'ai une autre question qui est est-ce que je bosse avec des nouveaux intégrateurs qui peut-être juste ne sont pas habitués à ces conditions-là, qui connaissent le monde du SaaS parce que l'intégrateur il prend beaucoup mais il fait le support Windows. Parce qu'aujourd'hui Sage il l'héberge chez lui, chez l'intégrateur. Donc voilà, c'est d'autres modèles, quoi. Alors, donc moi aujourd'hui c'est 90%, donc oui, tu as toujours des récalcitrants, des experts comptables qui disent j'ai pas envie d'utiliser Pennylen, etc. Après, je pense qu'ils vont y venir. C'est des gens qui ont besoin d'être rassurés, d'être convaincus que ouais, on n'est pas là pour voler les clients, etc. Reste que tu en as de plus en plus qui prennent le train en marche et qui voient que tout se passe bien et qu'ils gagnent en productivité, etc. Donc je pense qu'on est à une phase de early adopters, early majority, etc. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans la phase encore early, entre early adopters et early majority. Et donc, c'est normal que tu aies toujours du délai, quoi. Mais moi, je me plains pas de mon nombre de clients. Aujourd'hui, de toute façon, si j'avais plus de clients, je ne saurais pas les onboarder. Là. Donc là, parce qu'on a cet enjeu que tous les cabinets, ils migrent entre septembre et décembre, avant la période fiscale. Donc moi, je dois migrer d'un seul coup énormément de cabinets. Donc là, pour le coup, je suis en train de me staffer pour l'an prochain. L'an prochain, on veut passer de 100 000 à 350 000 clients. Et donc, je suis en train de me staffer pour pouvoir… en gros, 350 000 clients, ça fait que je dois, l'an prochain, aider à peu près 400 cabinets
à migrer de leur outil vers… Donc c'est 4% des cabinets français, quoi. Et donc c'est comment j'ai bien les ressources, comment j'ai bien la tech qui permet de… Voilà. Mais non, je regrette à aucun moment de bosser avec les experts comptables, quoi. Et je pense que c'est les médecins de famille, enfin, super prescripteurs. Merci Arthur. Merci. Ouais.